Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Nouvelle vidéo, on va parler d'actualité et de 5 actions qui me paraissent être une bonne opportunité en ce moment. Certains d'entre vous connaissent quelques-unes de ces 5, mais je pense apporter de nouvelles pépites au moins. Je m'excuse aussi d'avoir été un petit peu absent de YouTube, mais là c'est bon, je reviens petit à petit, j'avais des trucs perso à gérer. On commence par cette image très drôle de Trump avec un taco. En fait, c'est l'apparition d'un nouvel acronyme, le taco trade. Taco trade, taco, comme T pour Trump, A comme always, C comme chickens, O comme out. Trump always, chickens out. En français, ça veut dire que Trump se dégonfle toujours. Et de quoi ça parle en fait? Ça parle du fait qu'il se dégonfle toujours par rapport à ses tarifs douaniers. Les marchés au début, dès qu'ils disaient hop, on va mettre une taxe douanière à 50%, ça plongeait. Mais là, ça commence à devenir beaucoup plus résistant et résilient parce qu'on se dit c'est du taco trade. Il va se dégonfler à la fin et il va remettre les tarifs. L'Europe, il avait dit 50%, puis il s'est dégonflé. La Chine, 145%, il s'est dégonflé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de stabilité. Et pour l'énerver un petit peu, ils ont commencé à employer ce terme dans les médias, et surtout les journalistes qui le demandaient. Donc autre nouvelle qui n'est pas vraiment très importante, mais qui est quand même notable, c'est une vidéo qui passe première capitalisation mondiale hier devant Microsoft et Apple. On a Trump qui nous annonce, ça c'était hier, hein, enfin ouais c'est aujourd'hui matin, hein. Je tourne la vidéo le 5, mais c'est plutôt le 4. Allez. Il dit que j'aime beaucoup le président Xi, comme Xi Jinping, président chinois, mais il est très très dur dans les négociations et c'est difficile de faire un deal avec. Les marchés, ils ont un petit peu pris tout ça d'une façon contrastée. On ne savait pas si on baisse, parce que taco trade, ou si on monte, ou si on reste à l'équilibre. Ils ont choisi l'équilibre à la fin. Et puis, bah, le grand divorce de Musk et Trump, Musk et les démocrates, avec ce tweet où il dit bah je peux pas résister, je peux pas soutenir tout ça, c'est bon, c'est fini. Euh, et tout ça, il l'annonce par rapport à quoi? Le contexte, c'est une nouvelle loi de budget que Trump a fait voter au Congrès. C'est ce qu'il appelle hein, le Big Beautiful Bill, la, la grande et belle loi. Cette grande et belle loi, elle prévoit de supprimer beaucoup d'impôts sur la consommation, beaucoup de taxes sur la consommation. Elle prévoit par contre de taxer les rentiers étrangers, donc les détenteurs de dettes américaines, les détenteurs d'actions américaines, ils vont être sujets à une plus forte retenue à la source. Donc, en gros, il veut dire, bah, vu qu'on est très endetté, qu'on donne beaucoup de coupons, bah, on va taxer les coupons de la dette, comme ça on s'enrichit. Et c'est une façon contrastée de dire aux gens, bah écoutez, on va plus vous payer. Sauf qu'il peut pas dire ça. Il commence petit à petit à mettre cette idée-là dans leur tête. Sauf que Musk, un bon libéral capitaliste pur, bah il aime pas. Il trouve que ça c'est pas professionnel et c'est un petit peu du détournement de l'objectif. Dites-vous que cette loi va augmenter le déficit, non pas la dette, le déficit de 2 trillions. Donc le Doge, ils ont fait beaucoup d'efforts pour économiser 150 milliards, puis bim, Trump il vient, il gâche tout. Donc, ce monsieur-là, il est en train de se dire, est-ce qu'il n'est pas à risque Tesla? Est-ce qu'il n'est pas à risque les contrats gouvernementaux avec SpaceX et les subventions de XAI? Et puis, ce monsieur-là demande si tout ça n'était pas part of the plan. Est-ce que tout ça n'était pas prévu? Ah, moi, je dis, mon avis, c'est que c'était pas prévu et que on a utilisé Elon Musk. C'est un génie, c'est un entrepreneur, mais c'est un autiste. C'est un Asperger et c'est un autiste naïf qui a été utilisé par les politiciens. N'oubliez pas que de droite ou de gauche, les politiciens sont des voleurs et des menteurs. Trump a vu, il a senti que c'était quelqu'un de manipulable. Il l'a pris dans son équipe. Il a pris la base électorale fan de Musk. Et puis, il a gagné. Et puis voilà. Donc malheureusement, Musk voit la réalité depuis l'intérieur. C'est pour ça qu'il est insurgé. Il continue en disant que c'est 2,5 trillions de déficit public qui va augmenter et c'est très très mauvais pour les États-Unis. Regardez-moi maintenant cette crypto. Dites-moi c'est quelle crypto à votre avis? Depuis 1994 jusqu'en 2023-2024 à peu près, on est à 36. En fait, c'est pas une crypto, c'est la dette américaine. Le T c'est pour trillion. Donc regardez comment ça a explosé depuis surtout le Covid. Le Covid là, c'est devenu vertical en fait. Les actionnaires de Tesla étaient tout contents parce que Musk allait quitter la politique. Sauf que Musk, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Novembre prochain, on va virer
tous les politiciens qui ont trahi l'Amérique. Sur Twitter, hein, c'est lui qui publie. Donc Tesla n'est pas prête d'avoir du répit, hein, je vous le dis. Et puis il continue, et là c'est bon, il en a marre. Et il a dit ça après que Trump a dit dans un autre communiqué que la limite de la dette doit être supprimée. Parce qu'ils ont un plafond, à chaque fois qu'ils votent le plafond, pour ne pas s'endetter plus que ce plafond. Et à chaque fois qu'on arrive à ce plafond-là, on vote le décalage du plafond de la dette. Et Trump a dit, bah en fait, pourquoi pas l'enlever? Ce qui a fait insurger Musk. Et du coup, il a dit, bah parlez à vos sénateurs, à vos personnels du Congrès, on est en train de mettre en faillite les États-Unis, et ils ont sorti un Kill the Bill. Il a dit Kill the Bill, et puis il y a beaucoup de mèmes qui sont sortis sur ce Kill the Bill, notamment cette, cette image très drôle. Sauf qu'il tient une épée là, Kill Bill, volume 1. Sauf que la seule chose qui se fait trancher en ce moment, c'est l'action Tesla. La politique et le capitalisme, ça ne va pas ensemble. La seule politique qui va au capitalisme, c'est l'absence de politique. Malheureusement, les actionnaires de Tesla prennent cher. Depuis 5 jours, c'est à peu près moins 9, moins 10%. Donc, c'est dommage, hein, c'est dommage, c'est ce que j'ai à dire. Trump qui continue et qui dit, parce qu'aujourd'hui, là, le 4, il y a les chiffres de l'ADP. C'est une agence qui, comment dire, qui sort les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi ont été très bas par rapport à ce qui était prévu. Donc, on a fait moins d'emplois. En gros, l'économie ralentit. Plus besoin d'avoir des taux très hauts pour ralentir l'économie, donc pour ralentir l'inflation. L'inflation baisse, vu que l'économie baisse. Et du coup, Trump, il dit toujours, ADP, les nombres de l'ADP sont sortis, too late power must lower the rates. Il faut qu'ils réduisent les taux. Les Européens l'ont fait 9 fois. Et du coup, bah, il s'attend à ce que Powell éteigne l'incendie avec plus d'impression monétaire. Parce que c'est ça la baisse des taux d'intérêt. C'est ça la baisse des taux d'intérêt. Et ben du coup, pour tous ceux qui suivent le marché américain et qui se disent ouais, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de bruit, tout ça, mais le S&P et le Nasdaq montent bien depuis avril, depuis le Liberation Day. Pourquoi? Parce que c'est vrai, depuis le début de l'année, on est positif. Sauf que vous oubliez quelque chose de très important, c'est ça. Vous êtes à peu près flat depuis le début de l'année, vous avez pris 1,75%, mais depuis le début de l'année, vous avez perdu 9% sur le dollar. Et oui, et c'est asymétrique, hein, donc 9% de baisse et 2% de hausse, ça fait pas 7%, hein, ça fait beaucoup plus dans le moins. Donc on est à moins 8 au moins, hein. Donc ceux qui investissent et qui se disent oh mais t'as plus 3% tout ça, regardez le dollar, parce que vous êtes toujours perdant sur l'année aux États-Unis. Les flux monétaires, les gros flux, les institutionnels, ils sont sortis des actifs américains, de la dette US, ils ont fait baisser le dollar, et ils sont en train de rediriger leurs flux en Europe et dans d'autres parties du monde, en Chine, tout ça. Sauf que c'est un plan prévu par les Américains, faire baisser le dollar. Plus le dollar baisse, plus ce qu'on doit rembourser ne vaut rien. Donc on s'endette toujours plus, on paie nos créanciers avec de la monnaie de singe, et puis ça nous coûte beaucoup moins. Tout ça, je pourrais l'expliquer dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Dernière petite info du jour, c'est que les Iraniens, d'abord, ils ont annoncé qu'ils ont complété le cycle de combustion nucléaire au sein de l'Iran, et qu'ils n'ont pas besoin d'enrichissement extérieur, et qui disent que the proposal, c'est-à-dire la proposition américaine, a été rejetée. Donc tout ça à surveiller pour les prix du pétrole, parce que tout ça peut amener à des attaques israéliennes sur l'Iran. Première action intéressante, quand on va parler des actions que je trouve intéressantes, bien évidemment, vous la connaissez tous, c'est Google, Alphabet. Sauf que je ne vais pas détailler les nombres d'Alphabet que vous connaissez tous, je vais parler de Waymo et de quelques petites pépites dans Google que personne ne connaît. Enfin, si, mais non. Waymo. Waymo, c'est une petite filiale qui fait ce genre de truc. En gros, c'est des véhicules sans chauffeur, équipés de lidar, radar et capteurs de mouvement et de caméras. Tout ça géré par une intelligence artificielle et qui fait de la conduite autonome. Donc on a plein de villes où ça commence à se faire et c'est très populaire en ce moment. Regardez-moi ça, 85% de moins de blessures et de crash et 57% de moins d'incidents avec les policiers par rapport aux procédures que les humains. Donc on est beaucoup plus serein d'un point de vue sécuritaire qu'avec un humain. Et regardez-moi le développement. Donc à Los Angeles, on a une petite part de marché. Donc je vous explique, hein. La première colonne, c'est le nombre de courses par jour.
Et la deuxième colonne, c'est notre part de marché par rapport à Uber et Lyft, les autres concurrents, on va dire. Donc, Los Angeles, on est très peu présent, mais ça commence à monter. De l'autre côté, on a San Francisco, on fait 16 000 courses par jour, hein. Rendez-vous compte, on a presque le quart de la part de marché. Par contre, dites-vous que avec Waymo, pile, on gagne aussi, parce que soit on va y aller en direct et on va prendre de la part de marché, soit Uber et Lyft, qui sont les concurrents de Waymo, qui ont encore des chauffeurs et des conducteurs humains, vont vouloir optimiser leur modèle et passer à de la conduite autonome. Dans ce cas-là, ils vont faire des partenariats avec Waymo pour le software, ou Tesla ou d'autres entreprises. Et dans ce cas-là, vu que Waymo, elle a beaucoup plus de bases et de data et de feedback de clients, bah, peut-être que ça sera eux les favoris. Et du coup, dites-vous bien que par exemple à Los Angeles, on n'a que 1,6% des parts de marché. Si Uber en a 50, et si Uber veut faire partenariat avec Waymo, bah, on pioche directement dans les 50% de parts de marché, hein. Donc c'est une très belle niche et cette partie de Google va être valorisée d'une façon très très conséquente dans l'avenir, à surveiller. On a YouTube, tout le monde connaît, mais personne ne donne l'importance qu'il faut à YouTube. Dites-vous bien que YouTube, ça talonne Netflix. YouTube, vous diriez que les concurrents de YouTube, c'est Dailymotion, sauf que YouTube est le concurrent direct de Netflix. Netflix n'a pas de concurrence par rapport à Amazon Prime, par rapport à Apple Streaming, par rapport à Disney. Tout ça, c'est merdique par rapport à Netflix. Maintenant, Netflix, son seul concurrent, à part le sommeil, c'est YouTube. Et il a même été prouvé dans des dernières études, j'ai pas la charte ici, mais YouTube est le truc le plus regardé sur les télés aux États-Unis. Et je parle pas de YouTube TV, je parle de YouTube, le site internet. Donc le YouTube, le site internet, transmis et regardé sur les télés, le nombre de ces télés-là est, est encore plus grand que les télés où il y a Netflix. Donc rendez-vous compte que YouTube est en train de devenir un énorme mastodonte du média et du streaming, qu'on connaît même pas encore. Donc YouTube, ça fait du 9-10% par an, c'est très rentable, même dans les cas extrêmes comme le Covid, il y aura toujours des business en ligne qui vont émerger, qui vont sponsoriser des gens, qui créent du contenu, et tout ça, bah, c'est YouTube qui facture les pubs. Donc très très bon business que détient Google. On a aussi Android. Android, les plateformes, système d'exploitation de téléphone, c'est la plus grande base de téléphone au monde. Donc beaucoup plus grand que les iOS d'Apple. Et c'est tenu par Google. Donc, facilement, une grande base à targeter, à cibler, si on veut faire des pubs ou proposer des produits payants. Par contre, ils ont bien un talon d'Achille, c'est le Google Ads. Le Google Ads qui est présent sur Google Search. Donc quand on vient sur Google Search et quand on cherche des trucs, on a des liens qui sortent en premier, c'est des liens sponsorisés avec Google Ads. Du coup, on paye Google Ads pour qu'ils nous mettent nos liens en premier. Et tout ça, ça dépend du nombre de recherches quotidiennes, etc. Ce nombre de recherches quotidiennes, selon certains, comme un haut placé d'Apple, nous dit que ça commence à baisser un petit peu et que sur Safari, on n'a plus autant de recherches Google qu'avant. Du coup, vu que c'est la plus grosse vache à lait de Google et de la maison mère Alphabet, on commence à s'inquiéter. Est-ce que la base de revenus et la croissance va rester croissante? C'est des inquiétudes. Et c'est pour ça que Google est sous-évalué. Avec les problèmes liés à la justice aussi. Mais dites-vous bien que sur les chiffres, ça augmente. Et non pas parce que c'est un effet de retard, mais parce que ils ont incorporé l'IA dans tout ça. Et même si on voulait remplacer Google Search par une intelligence artificielle sur Safari, sur les solutions Apple et tout, bah Google, ils ont aussi Gemini. Gemini, c'est les leaders en intelligence artificielle. Ils sont encore plus performants que les pairs. Donc une entreprise très sous-valorisée. Et même si on se fait éclater par le département de la justice américaine, Department of Justice, DOJ, si on se fait éclater, bah la somme des parties qu'on pourrait éclater, par exemple qu'on pourrait spin-off, Google Ads par exemple, YouTube, Android et Waymo, bah l'ensemble est beaucoup plus devrait être beaucoup plus valorisé que la somme. La somme, elle est valorisée à quoi? 19 fois les bénéfices? C'est rien. C'est rien par rapport à la croissance que propose Google, la solidité des business, etc. Donc voilà pour la première entreprise. Pour la deuxième, je ne vais pas aller dans les détails, je vais juste parler vite fait de l'entreprise, parce que tout le monde la connaît, c'est L'Oréal. L'Oréal qui commence à booster en ce moment, en temps d'incertitude, c'est le type d'entreprise à avoir.
Donc, juste pour vous dire, moi j'ai soldé ma position sur Google, sur L'Oréal, pour acheter plus de Total. Moi je suis très 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 surpondéré en Total en ce moment, parce que j'y crois. Ça peut être volatile, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Du coup, pour continuer sur L'Oréal, bilan forteresse, participation dans Sanofi qui rembourse entièrement les intérêts de la dette qu'ils ont, dette insignifiante par rapport aux bénéfices, produit qui couvre toutes les segmentations de la clientèle européenne, mondiale, chinoise, tout ce que vous voulez. Donc dites-vous juste ça. Est-ce que vous connaissez un petit peu ces marques? Perso, moi je m'y connais pas beaucoup en marque de luxe ni en beauté, mais je les vois quand je passe sur les Champs-Élysées. Donc par segment, ils ont le segment professionnel, donc les coiffeurs de stars, les grands coiffeurs, les préparateurs, tout ça. On a les consumer products, donc tout ce qu'achète la masse, les trucs que vous trouvez sur Sephora, sur les grandes plateformes. L'Oréal Luxe, donc là c'est les maisons. Et Active Cosmetics, ça c'est de la dermatologie, donc tout ce qui est anti-rides, écran, crème, etc. Donc voilà, moi je pense que L'Oréal n'est pas sous-valorisé, certes, mais constitue une bonne allocation de capital en temps d'incertitude et de volatilité, surtout sous 365. Sous 365, c'est bien de mettre un petit billet. Moi j'en ai chargé max quand c'était à 320. 320, 330, ce genre de plage, j'en ai acheté beaucoup. Et là, bah, j'ai soldé ma position après dividende, j'ai bien gagné, et puis voilà. Troisième action, bah, Total. Vous connaissez tous mon amour en ce moment pour cette entreprise. Il ne faut pas tomber amoureux de ces actions, hein. Donc on va dire ma conviction. Là, c'est les exportations de l'OPEC+. L'OPEC+, c'est l'équivalent en anglais de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs du pétrole. Dites-vous bien, en mai, l'exportation baisse alors que le prix baisse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le prix baisse? Bah, c'est une hausse des exportations. Sauf que les exportations baissent. Pourquoi? Parce que c'est une donnée en retard. Les exportations baissent parce que la consommation domestique augmente, et surtout en été. Le Moyen-Orient en été, comment il est? Pour ceux qui s'y connaissent, bah, il est très chaud, très très chaud. Ces pays-là commencent à devenir de plus en plus riches. Et une fois devenus de plus en plus riches, qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent? Est-ce qu'on va manger deux fois plus? Peut-être pas. Est-ce qu'on va vivre dans une maison deux fois plus grande? Peut-être, mais pas forcément. Par contre, on a plus besoin de confort. Donc une famille qui s'enrichit au Moyen-Orient, en Chine, en Inde, bah, la première chose qu'ils vont s'acheter, c'est des climatiseurs, des trucs qui refroidissent les pièces. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que la consommation domestique augmente, ce qui fait baisser les exportations. Certes, les prix baissent parce qu'on a peur par rapport aux tarifs et tout, mais ce n'est pas parce que la production est en train d'être haussée. Et donc faites bien attention. Les prix du pétrole, selon moi, sont très très sous-évalués et peuvent exploser d'une journée à l'autre. Vous avez vu les rumeurs sur la riposte russe sur l'Ukraine. Juste les rumeurs ont fait monter les cours du pétrole de plus de 4%. Là, vous avez le brut, crude, c'est brut. Donc le pétrole brut russe qui ne va plus en Europe, la ligne bleue, mais qui va plutôt en Chine et en Inde. Et du coup, bah, dites-vous que les sanctions, tout ça, ça fait pas baisser les revenus de Poutine. Ça fait même augmenter les revenus de Poutine, vu que l'Inde et la Chine ont un vivier, un vivier plus libre, et du coup rachètent massivement du pétrole russe, qu'ils revendent plus cher aux Européens ou qu'ils consomment. On a aussi ce schéma que je vous ai trouvé pour la consommation globale d'énergie jusqu'en 2035. Ça augmente. Et j'ai trouvé le même pour l'Inde et la Chine. Donc l'Inde c'est le bleu et la Chine c'est le rouge, jusqu'en 2050. Donc regardez la forte explosion de la consommation d'énergie. Tout ça, bien évidemment, est fait à cause de l'urbanisation. Donc, je vous ai parlé de climatisation, les gens deviennent plus véhiculés, la lumière, donc ils vivent plus dans des villages. Et puis, on a les data centers pour l'intelligence artificielle. On a plein de choses, et ça ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter. Certes, on aura des progrès dans le nucléaire, on aura le solaire, tout ce que vous voulez, mais les majors pétrolières d'aujourd'hui, justement, elles ne sont plus des majors simples. Elles sont des entreprises énergétiques. Total, vous le savez, ils sont en train d'investir massivement dans l'énergie électrique. Pas que le pétrole, sachant que le pétrole va rester l'énergie la plus utilisée
plusieurs décennies encore, vu que c'est facile de le transporter, c'est facile de le transformer en énergie, et c'est le deuxième liquide le plus abondant sur Terre après l'eau. Donc voilà pour Total, j'ai pas creusé beaucoup plus les statistiques financières. Faites vos devoirs. Là, c'est juste des infos par rapport à des actions que je trouve sous-évaluées. Legrand. Legrand, c'est une entreprise du CAC 40, concurrent de Schneider Electric, dans la petite tension, la petite électricité. Ils font des petits interrupteurs, des trucs comme ça. Sauf que si on lit les derniers rapports financiers, ils se sont attaqués à un autre marché, le marché des data centers. C'est le marché de Schneider Electric. Donc Legrand se positionne comme un concurrent direct de Schneider Electric, concurrent français. Par contre, il fait 4 fois moins en taille, beaucoup plus petit, et il est beaucoup plus abordable en price to earning, donc 25 fois les bénéfices, alors que Schneider c'est 30. Donc la répartition mondiale, bien évidemment, il est en forte croissance, mais la répartition mondiale, regardez bien, les États-Unis sont le plus grand marché et c'est très rassurant. L'Europe hors France augmente, le reste du monde augmente aussi. La France stagne depuis 2021. Est-ce que c'est étonnant? Le pays est à l'arrêt, trop de taxes, trop d'impôts, tout ça. Les partenaires et les clients de Legrand, donc on a du Microsoft, du Amazon, du Apple, du Google, du Vinci, tout ce que vous voulez, du Samsung. Donc c'est un grand groupe quand même. Donc, à ne pas sous-estimer, certes plus petit que Schneider, mais si vous voulez une alternative ou si vous voulez les deux, pas mal. Il n'a pas fait grand-chose depuis 2024. Hein. Donc sur un an, il fait que 10%. Par contre, les entreprises européennes, même si elles ne croissent pas beaucoup, il faut garder à l'esprit qu'on a l'euro. Et l'euro a explosé à la hausse par rapport à toutes les autres monnaies. Donc si vous êtes sur un compte titre et vous voulez vendre vos Legrand pour acheter du Meta ou du Google, vous allez vous régaler parce que vous allez pouvoir acheter beaucoup plus en dollars, vu que votre euro, il vaut beaucoup plus. Donc voilà, donc à peu près 25 fois les bénéfices, petite capitalisation, enfin, pas petite, mais 30 milliards, hein, c'est pas 120 ou 130 milliards de Schneider. Donc voilà pour Legrand, belle pépite à surveiller. La dernière, c'est British American Tobacco, BAT, dans le London Stock Exchange, donc dans le LSE, et BTI, si vous voulez, l'ADR, la version américaine côté au NICE. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font du tabac, des cigarettes électroniques, plein de solutions pour fumer. Bah, dites-vous que l'argent n'a ni goût ni couleur, donc si vous voulez parler de l'éthique, bah écoutez, c'est votre problème. Moi, les gens veulent fumer, qu'ils fument. Du Camel, c'est eux, du Newport, Paul Mal, Grizzly, le vélo là, nouvelle acquisition, Vuse, nouvelle acquisition, Snus, nouvelle acquisition. Donc plein de solutions et tout ça se fume et ils ne sont pas forcément des croissances. Certes, on pénalise beaucoup plus le tabac qu'avant, mais ils augmentent les prix à chaque fois. Et puis, avec les solutions cigarettes électroniques, ils commencent à même avoir une petite croissance. L'entreprise est abusément sous-évaluée parce que les normes ESG, les gens ont peur du tabac, perspective de croissance, etc. Mais l'entreprise, elle a fait à peu près 50% depuis un an. Moi, j'avais acheté à 27 dollars et j'avais revendu le tout à peu près un an plus tard à 38. À l'époque, ça donnait du 11%, donc je me régalais en dividendes. Et en vendant, bah, je me suis fait un bon 30-25%. BAT, je n'ai rien à dire sur cette entreprise à part merci. Et dites-vous que c'est toujours très sous-évalué, ne faites pas attention aux 24 fois les bénéfices. Ils ont pris leur bilan et ils ont fait une dépréciation d'actifs. Une dépréciation d'actifs intangibles. Donc ils ont pris une marque, ils se sont dit par exemple Camel, bah, vu que le tabac ne va pas durer, vu que la consommation de cigarettes ne va pas durer une cinquantaine d'années, la valeur de la marque qui était dans notre bilan, bah forcément elle vaut moins. Donc on va déprécier, on va mettre au lieu de 20 milliards par exemple, ça ne vaut plus que 10 milliards. Sauf que ces 10 milliards, bah, c'est 10 milliards de pertes. C'était 20, ça devient 10. Ces 10 milliards de pertes, ça va au bilan. Pardon, ça va au compte du résultat. Et ça s'enregistre comme une moins-value réalisée. Et bah ça fait baisser le bénéfice. Et pour un bénéfice plus petit et un cours inchangé, bah, ça augmente le PE. Et c'est pour ça que vous voyez 24 fois les bénéfices. Donc, regardez-moi bien ici, ils ont des belles marges, hein, donc une marge nette de à peu près 12%, une marge opérationnelle indécente de 40%. Très très belle entreprise, franchement moi j'adore. Donc le PE forward, c'est-à-dire le PE de l'année prochaine avec les bénéfices projetés, est en dessous de 10, bah, je vous l'ai dit. Ça c'était une perte exceptionnelle.
Et en plus, une perte comptable et non pas une perte où on décaisse de l'argent. Et voilà, donc c'est une entreprise valorisée à 100 milliards, donc pas mal en taille. Price to book, à peu près 1,5. Donc on a 1,5, on paye 1,5, ce qui existe réellement dans le bilan. Voilà, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, qui est très sous-valorisée, qui donne du dividende, qui est stable, croissante. Consumer defensive, donc c'est un secteur défensif, les gens fument quoi qu'il arrive. Donc ça s'inscrit à peu près dans le même secteur que L'Oréal. Donc voilà, si vous voulez faire des recherches sur ces entreprises, allez-y. N'oubliez pas finalement que le signe noir est toujours en train de tourner. Trump peut faire des dingueries par rapport au dollar, par rapport à la dette américaine, et tout ça touche le Japon. Le Japon, comme je vous l'ai dit, inscrit les plus grosses pertes pour ses obligations à lui. Du coup, les assureurs et les banques et toutes les organisations financières qui détiennent du bon du trésor japonais, bah, il y a la même chose, hein, ils réalisent des pertes. Sauf que eux, c'est des vraies pertes qu'ils réalisent, parce qu'ils sont forcés de vendre leurs actifs pour limiter les pertes. Et du coup, ils avaient 100 en réserve, ils sortent avec 60 en réel. Donc voilà, n'oubliez pas que le signe noir existe, érode, il viendra du Japon. Et n'oubliez pas aussi que le dollar ne baisse pas impunément. Il baisse parce que on veut arnaquer les détenteurs de dette. Et tout ça, ça nous pousse à réfléchir. Est-ce que détenir du cash, un Américain lambda, il se dit, mon cash, c'est mon cash, je vois pas qu'il baisse. Mais nous, à l'extérieur, on voit bien que ça baisse, parce qu'on a d'autres monnaies. Donc dites-vous bien, est-ce que détenir du cash est une chose qui vaut la peine? Si vous êtes jeune, vous avez un salaire, vous avez du revenu, détenir du cash, ça ne sert à rien. Mettez votre argent dans des entreprises, dans des véhicules d'investissement. Si ça baisse, c'est pas grave, vous en mettez encore plus le mois prochain. Si ça monte, tant mieux, vous êtes protégé. Donc faites attention à tout ça. Ne dites pas que non, ça monte, tout ça. La monnaie fiduciaire fiat est un Ponzi. Faites attention à tout ça. Et puis voilà, j'ai fait le tour, j'ai parlé de plein de choses. J'espère que j'ai donné un petit peu de valeur. Et puis on se dit à bientôt. Merci.